Bonjour chers élèves et ravis de vous retrouver sur cette plateforme conçue pour l'enseignement à distance. Aujourd'hui, et dans le cadre de la compréhension d'un roman réaliste du XIXe siècle et de la reconnaissance de ses principales caractéristiques à partir du roman réaliste intitulé Le Père Goriot de son auteur Honoré de Balzac, nous allons voir ensemble une activité de lecture qui va porter sur l'étude de l'incipit. Un extrait du chapitre 1er va servir de support. Et cet extrait commence de « Cette première pièce exhale une odeur jusqu'à « Les gens pressés ne pardonneraient pas ». Les objectifs de cette séance se déclinent comme suit. Étudier la fonction de l'incipit et puis en appréhender la dimension réaliste. Je vous propose les trois hypothèses suivantes. Hypothèse 1, le texte assumerait-il la fonction de l'incipit ? Deuxièmement, le texte renfermerait-il les caractéristiques du roman réaliste? Et la dernière hypothèse, l'auteur parvient-il à immerger le lecteur dans l'histoire? Pour approcher ces trois hypothèses, je vous propose le plan suivant. Premièrement, on va voir à quel point ce texte est ancré dans la réalité. Deuxièmement, on va découvrir ensemble à quel point cet incipit est immersif. Lisons ensemble le texte en question. Cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance. Elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Elle pue le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catharales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Eh bien, malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger qui lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l'être un boudoir. Cette salle, entièrement boisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de buffets gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies, des ronds de moiré métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu fabriquées à tourner. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotée qui sert à garder les serviettes ou tachées ou vineuses de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, toutes encadrées en bois noir, vernis à filets dorés, un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquets d'argon où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée, assez grasse pour qu'un facétieux externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme de style, des chaises estorpillées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à charnières défaites dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne et expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Et passons maintenant à l'explication des mots et de quelques expressions qui pourraient constituer une certaine difficulté dans la compréhension de ce texte.
Exhale, c'est un verbe du premier groupe. Exhaler, ça veut dire dégager et répandre au dehors une odeur, une vapeur et du gaz. Moisi, ça veut dire attaqué par des champignons, par effet de l'humidité par exemple. Rance, une odeur forte et repoussante. Hospice, c'est une maison d'accueil pour les personnes âgées et pour les démunis. Nauséabond, ce qui cause des nausées, qui écœure. Catarrhale, ce sont des inflammations des muqueuses. Et ce mot appartient au registre médical. Sui generis, ça veut dire qui appartient à. Boudoir, c'est ce petit salon élégant de dames. Carafe, c'est un récipient de table en verre ou en cristal, il peut être même en plastique. Échancré, qui représente une échancrure, ça veut dire un creux arrondi ou en forme de V. Incurable, ça veut dire ici les hôpitaux accueillant des incurables, des gens qui ne guérissent pas, des infirmes et aussi des pauvres. Moiré métallique, c'est un métal déformé par l'effet de temps, par exemple. Terni, ça veut dire effacé, sali, qui a perdu son éclat. Crasse, c'est une couche de saleté. Gluant, ça veut dire visqueux et collant de manière désagréable. Manchot, dans le texte, ça veut dire maladroit. Et pour situer ce passage, je dirais qu'il s'agit de l'incipit du roman balzacien intitulé Le Père Goriot, lieu où l'intérêt du lecteur est à la fois capté par la richesse, la finesse, mais aussi par la justesse des descriptions et renseigné pour comprendre les prémices de l'intrigue. Donc tout d'abord, nous allons voir qu'il s'agit d'un roman réaliste et qu'il s'agit aussi ici d'un texte qui est ancré dans la réalité. Dans cette première sous-partie, nous allons ensemble réaliser que nous avons affaire à une société démunie, ça veut dire à une société pauvre. Nombreux sont les indices qui renvoient aux difficultés financières des pensionnaires. Par exemple, il y a cette évocation des meubles. Il y a les buffets, la boîte à cases des pensionnaires, la longue table, les chaises. Ils sont décrits d'indestructibles et proscrits. Remarquons que les deux adjectifs, indestructible et proscrit, sont des adjectifs pleins de sens. Le premier renvoie à la récupération parce qu'il s'agit des meubles qui sont indestructibles. Donc, il faut que quelqu'un les récupère. Et ce quelqu'un, c'est bel et bien les Wauquez. Et les Wauquez sont connus par leur avarice, comme on va voir un peu plus loin dans l'explication. Il y a l'adjectif proscrit qui renvoie à presque l'interdiction. Donc, on comprend que les Wauquez récupèrent les objets qui peuvent servir à quelque chose, comme elles peuvent récupérer des objets qui ne servent plus à rien. Le cas d'un baromètre à capucin dont personne ne se sert pour voir qu'il pleut. Donc ici, Balzac veut nous montrer que les Wauquez sont économes jusqu'à l'avarice. Il y a aussi cette expression, bien ce morceau du texte, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais. Il y a les adverbes toujours et jamais qui renforcent ce que je viens de dire sur les objets indestructibles. La sparterie, ça veut dire tressage de fibres végétales. Le mobilier indestructible renvoie à la durabilité malgré son délabrement.
Et ici, il y a une illustration de l'expression française faire des économies de bout de ficelle qui nous rappelle tous, bien sûr, la ficelle de son auteur Guy de Maupassant et l'histoire de Maître Hochkorn qui a saisi par avarice un bout de ficelle depuis la croûte. Et dans cette deuxième partie de ce premier axe, nous allons comprendre que l'intention réaliste de l'auteur est mise en place par le refus de rendre belle cette pauvreté, et ce, par le recours aux accumulations des objets. Par exemple, nous avons des gravures exécrables qui ôtent l'appétit. Donc, ici, on remarque que le comble est que ces gravures qui ôtent l'appétit soient disposées dans une salle à manger. Il n'y a pas de détails sur ce qui est représenté, et ceci renvoie à l'idée ou bien à l'intention de Balzac qui omet le côté artistique. Elles sont le renfermé, le moisi, le rance. On remarque que nous avons des adjectifs redondants, renvoyant à cette odeur qui synthétise les éléments de la pièce. On dirait que Balzac souhaite composer un parfum horrible. Il y a aussi une tournure allégorique, plates horreurs, qui renvoie à cette variété d'objets et de la complexité de l'odeur aussi. Par là, on comprend que Balzac s'attache âprement à tout déprécier. Et la troisième sous-partie de ce premier axe va porter sur les diverses sensations mobilisées pour rendre plus réaliste cette description. On revient toujours à cette odeur qui renvoie à d'autres ou bien qui va faire appel à d'autres sensations pour que cette description soit complète. Il y a d'abord la description visuelle, c'est-à-dire relative à la vue. Et on voit ici des assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu, poêle vert, couleur indistincte pour les boiseries de la salle. Et l'adjectif indistinct renvoie à ce détail qui favorise l'imagination de la couleur. Ici, le lecteur est interpellé par Balzac. Nous allons également remarquer que le toucher est mobilisé pour rendre plus réaliste cette description. Et nombreux sont les éléments et les objets qui mettent en place cette description tactile. Nous avons par exemple des serviettes. S'ils ne sont pas tachés, ils sont vineuses, c'est-à-dire il y a des taches de vin sur ces serviettes que les pensionnaires utilisent dans la pension Vauquet et que ces serviettes sont rarement ou bien ne sont pas lavées. Il y a aussi des quinquets d'argon, c'est-à-dire ces lampes à huile. Il y a aussi cette toile cirée, mais assez grasse. Il y a enfin les buffets gluants. Tout ceci renvoie, tout ceci évoque ces impressions désagréables. Alors pour la description olfactive, nous allons remarquer que l'odeur est une matière qui donne froid, l'odeur est une matière qui est humide au nez, l'odeur est une matière qui pénètre les vêtements. Nous avons d'abord dans cette phrase, nous avons une reprise anaphorique du pronom personnel « elle » qui remplace l'odeur. Nous avons aussi une gradation croissante de sensations. C'est-à-dire, nous sentons froid, puis nous sentons l'humidité, et puis nous sentons le toucher des vêtements. Dans cette logique toujours de gradation, nous allons
voir la description gustative, ou bien nous allons voir que la description gustative est résumée à son tour par la phrase suivante. Elle a le goût d'une salle où l'on a dîné. Ainsi, nous remarquons, chers élèves, que Balzac a fait recours à ce procédé appelé synesthésie pour mettre en place une description plus réaliste. Passons maintenant au deuxième et dernier axe intitulé « Un incipit immersif » pour voir et pour découvrir à quel point Balzac implique son lecteur, du moment où il partage tout avec lui. Il partage par exemple son incapacité de décrire avec le degré de précision voulu. Par exemple, lorsqu'il parle de la couleur des boiseries, il dit qu'elle est indistincte. Il n'arrive pas à quel point il n'arrive pas à déterminer la couleur des boiseries. Il en va de même pour les figures bizarres et aussi pour l'odeur qui est son nom dans la langue. Balzac dit, peut-être pourrait-elle se décrire si l'on inventait une autre langue. Remarquez avec moi le recours au conditionnel présent. Ce conditionnel qui introduit une condition non remplie. Il y a aussi l'emploi d'un procédé rhétorique appelé la prétérition, c'est-à-dire c'est le fait d'affirmer qu'on ne dira pas quelque chose et qu'il suffit de l'exprimer malgré tout. Et c'est ce qui est arrivé pour Balzac lorsqu'il dit « il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas ». On dirait que Balzac fait un clin d'œil au lecteur. La description est déjà réalisée. Il y a aussi ce souci d'exhaustivité, c'est-à-dire Balzac veut tout partager avec son lecteur. Il y a d'abord une énumération. En s'adressant au lecteur, il lui dit « vous y verriez ». Et vous y verriez quoi? Vous y verriez ces objets évoqués. Ces objets évoqués au singulier, par exemple, un baromètre, au pluriel, par exemple, des gravures. Et il y a des objets qui ont suivi de compléments de nom. Un cartel, ça veut dire cette grande montre qui est suspendue. Alors, un cartel en écaille incrusté en cuivre. Il y a aussi des objets évoqués et suivis par un seul adjectif, un poêle vert. Nous remarquons aussi qu'il y a des précisions d'ordre culturel. Par exemple, en s'adressant toujours à son lecteur, Balzac dit « Vous trouveriez des piles d'assiettes fabriquées à Tournai ». Ici, il précise que cette vaisselle est fabriquée à cette ville française frontalière à l'ouest de la Belgique. Il y a aussi des quinquets d'argan. Ce sont de petites lampes à huile nommées selon les noms de leurs deux inventeurs, Antoine Quinquet et Ami Argan. Toujours dans cette logique d'ordre culturel, il y a la présence du jargon juridique, par exemple sui generis, et la présence aussi du jargon médical, catharal. Il y a aussi l'évolution du décor avec le temps. Balzac partage avec son lecteur ce passage du temps en disant « c'est une salle où l'on a dîné ». Il y a le recours au passé composé qui est utilisé au milieu d'une série de verbes conjugués au présent. Il y a aussi les deux adverbes opposés, jadis et aujourd'hui,
qui renvoie à une opposition pour mettre en évidence la dégradation et la situation lamentable des murs de la pension Vauquer. La crasse a imprimé ses couches, comme si les anciens pensionnaires avaient laissé leurs traces de passage. Il a dit aussi les débris de la civilisation des incurables pour mettre l'accent sur le degré d'usure des meubles. Il dit aussi cette première pièce, la salle à manger. Ces deux pièces se suivent, c'est-à-dire il y a un ordre, c'est-à-dire que cette visite est guidée. C'est une description dynamique, c'est-à-dire en mouvement, comme si Balzac prenait le lecteur par la main et lui fait les honneurs de la pension. En s'adressant à son lecteur, il dit « si vous le compariez ». Donc, Balzac s'adresse directement, comme je viens de dire, au lecteur. Vous trouveriez ce salon parfumé comme doit l'être un boudoir. Ici, il y a l'utilisation d'une comparaison. Donc, ici, il y a un registre un peu comique, si vous voulez, au moyen de cette comparaison-là. Balzac met l'accent sur la succession des horreurs. Nous avons aussi cette tournure impersonnelle. Il s'y rencontre, comme si le lecteur allait à la rencontre des meubles. Regardez, remarquez, chers élèves, ici, combien le ton est comique et combien le ton est ironique pour mettre en place ces dégradations de la situation des pensionnaires. Le recours aussi au connecteur logique temporel, puis réaffirme que le lecteur, guidé par Balzac, bien sûr, découvre ces éléments les uns après les autres. Il y a aussi l'expression carafe échancrée, serviette tachée. Il y a des objets associés, entre autres, à des participes passés. Pourquoi? Bien sûr, pour mettre au clair ou bien pour mettre en évidence l'usure due à cette activité humaine quotidienne. Externe facétieux. Donc, il y a cette expression montre le passage des personnes qui ne vivent pas à cet endroit-là. La première salle, puis le service, l'office, l'hospice. Regardez bien cette assonance. Il y a aussi une allitération marquée par « is ». Laisse imaginer les occupations banales des pensionnaires dans une gradation qui annonce leur vieillissement. Les chaises estorpillées, paillassons piteux, chaufferettes misérables. Ces objets sont décrits comme leurs utilisateurs, c'est-à-dire comme les pensionnaires de la pension Vauquer. Le mobilier. Pour le mobilier, il est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchon, borgne, invalide, expirant, pour renvoyer à ce désespoir et pour renvoyer aussi à la mort. Expirant, ici, c'est un mot qui met le point, ou bien qui est le point culminant de cette gradation vers la mort, faisant écho aux souffrances et à l'agonie du père Goriot vers la fin du roman. Ici, on comprend de cette description basée sur la mobilisation des sens qu'il s'agit de cet habitat qui reflète l'habitant. En guise de synthèse, chers élèves, je dirais que tous les ingrédients sont réunis pour qualifier ce texte de réaliste. Accumulation, comparaison, métaphore, personnification, allégorie, gradation, sens et souci de détail dans la description frappante des pièces, des meubles et de l'atmosphère de la pension Vauquer, on dirait un tableau sensoriel de cet édifice.
L'incipit a donc une valeur programmatique, c'est-à-dire il comprend les prémices de ce qui va suivre. Dès le départ, le lecteur est totalement immergé dans l'histoire et complètement introduit dans le récit. La description dynamique, c'est-à-dire en mouvement, est traditionnelle pour Balzac. On la rencontre également, et notamment, dans l'Incipit d'Eugène Grandet, où la description commence à l'extérieur pour enfin franchir la porte. Ainsi, notre séance touche à sa fin.